Et donc là maintenant on a le plaisir d'accueillir Fred Courant de l'Esprit Sorcier. Et c'est un grand plaisir de l'avoir aujourd'hui avec nous. Je me mets là, voilà, si vous voulez, vous pouvez m'arrêter. Si vous voulez. Oh, j'avais une vingtaine de minutes pour le temps d'échange. D'accord. Merci. Bonjour. Je ne vais pas vous faire un long exposé, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui dans le prolongement de l'émission C'est pas sorcier, pour ceux qui connaissent ou qui ont connu. Et je préférerais laisser de la place aux questions, aux réponses. Voilà. Vous peut-être apporter ma contribution à cette journée en partageant davantage une expérience qui a commencé à la télévision sur les sciences et qui se prolonge aujourd'hui sur Internet. Avant toute chose, je voudrais remercier les organisateurs et toutes les personnes qui nous permettent de nous exprimer aujourd'hui et qui organisent cette journée. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut l'afficher. Vous pouvez mettre juste... Voilà, on va la mettre pour avoir une petite idée. La une de... la première page, voilà, du site qu'on a lancé qui s'appelle l'Esprit Sorcier. C'est le prolongement de C'est pas sorcier. Mais pour vous raconter la naissance de ce site, je voudrais vous dire quelques mots quand même sur l'émission C'est pas sorcier. En fait, il se trouve qu'en 1993, ah ouais déjà, avec mon copain Jamy, on nous a demandé à France Télévisions de faire une émission de télévision, d'inventer une émission de télévision. On n'était pas scientifiques ni lui ni moi, on ne l'est toujours pas d'ailleurs, hein. C'est pas parce qu'on a fait 20 ans d'émission qu'on devient scientifique, on a acquis simplement une culture scientifique. On est toujours journaliste et on nous a demandé de faire une émission de télévision sur les sciences pour les jeunes parce qu'il y avait une obligation. Il y avait un appel d'offres à l'époque qui devait se faire. C'était une obligation légale que les chaînes publiques aient une émission de télévision de sciences pour les jeunes. Donc on s'est mis à écrire une émission qui est devenue C'est pas sorcier. Et puis en fait, au départ, la chaîne, on regardait pas trop ce qu'on faisait. On avait une grande liberté. C'était assez génial. Et puis d'un seul coup, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni qu'ils ont fabriqué là, qui s'appelle C'est pas sorcier, parce qu'il y a du public, il y a de plus en plus de monde qui regarde. Et petit à petit, comme ça, on a réussi à mettre en place une émission qui a duré pendant 20 ans et qui, je pense, a intéressé pas mal de gens, de jeunes et de moins jeunes. Et surtout, moi, la leçon que j'en ai tirée, contrairement aux responsables des chaînes de télé, parce que je sais que ce matin, il y avait Emmanuel Sud qui était là pour parler des émissions de télé, donc je ne vais pas dire de mal de service public, c'est pas le but, mais c'est simplement un constat quand même, c'est que finalement, les gens se passionnent pour les sciences et les jeunes se passionnent pour les sciences, quels que soient les sujets. Quels que soient les sujets, qu'on traite une émission sur le Mont Blanc ou en astrophysique ou sur le savon, comment ça marche et pourquoi ça nettoie les vêtements. Les jeunes sont passionnés par la science, donc il y a une curiosité absolument incroyable qui existe et c'est vraiment une matière dont il faut se servir, il faut en profiter puisqu'il y a cette curiosité qui existe pour pouvoir l'exploiter au maximum et éveiller justement des envies de découvrir, des envies, pourquoi pas, de faire un métier. Moi, ça m'étonne assez souvent quand même, et je rencontre pas mal de jeunes aujourd'hui, enfin, qui sont moins jeunes, mais qui ont grandi avec C'est pas sorcier, qui me disent « Ah, j'ai fait ce métier-là, c'est un peu grâce à vous et tout. » Bah, quelque part, franchement, ça fait vraiment plaisir d'entendre ça, parce qu'on se dit, bah, au moins, on a été utile pour éveiller quelques envies de découvrir des métiers et tout. Donc, il y a vraiment une curiosité, il n'y a aucun doute que la population française... tout à l'heure, vous me montriez un tableau à l'étranger, d'ailleurs, il se trouve que cette émission a été aussi beaucoup diffusée par le biais de la coopération en Afrique, et que moi, je suis souvent allé en Afrique, et qu'elle était énormément regardée par les jeunes aussi en Afrique, et les moins jeunes aussi, et donc il y a une curiosité partout pour les sciences. Peut-être pas que pour les sciences d'ailleurs, parce que pour nous c'était très large. Les sciences, c'était aussi tout le temps expliquer les mécanismes des choses, démonter les mécanismes. À partir du moment où on démonte, on comprend mieux. Et quand on comprend, ben, on apprend à toute vitesse. Donc ça, c'était quelque chose qui a bien marché. Mais curieusement, les chaînes de service public ne s'en rendent pas compte. Ils s'en moquent un peu et ils ont un regard purement comptable sur les émissions aujourd'hui.
Et enfin voilà, je vais m'arrêter là. J'aurais peut-être mais c'est dommage parce que ça fait partie des missions du service public d'éveiller la curiosité des jeunes et des moins jeunes et de s'intéresser et de comprendre tout ce qui se passe. Et ça fonctionne pas tout à fait comme ça en France. Donc, comme ça ne fonctionne pas comme ça, eh bien on s'est dit on va trouver notre liberté là où on peut la créer aujourd'hui, c'est-à-dire sur Internet. Alors c'est pas simple. Évidemment, les audiences ne sont pas les mêmes et tout, mais on s'est lancé avec des anciens de C'est pas sorcier, avec plein de jeunes d'aujourd'hui, pour partir sur Internet. Et l'avantage d'Internet, ce qui est fabuleux aujourd'hui, c'est que non seulement, évidemment, c'est un support pour pouvoir continuer de faire notre travail, parce qu'on aime bien faire notre boulot, donc transmettre de la connaissance. Et en plus de ça, on est beaucoup plus en lien avec le public qu'à la télévision, parce que la télévision, ça reste de la conserve. Hein. On fait de la science en boîte de conserve, et puis voilà, mais on manque de partage et d'échange. Alors sur Internet, ça va à toute vitesse. Si on a le malheur de raconter une toute petite bêtise ou une imprécision, je peux vous dire que ça nous revient dans la figure à toute vitesse. Donc ça nous oblige à être pas plus vigilants qu'avant, parce qu'on l'a toujours été, mais vraiment vigilants. Et puis alors, ce qui est bien sur Internet, c'est que c'est le participatif. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est qu'on peut partager avec les gens et qu'on peut s'ouvrir. Donc nous, on a toute une partie sur l'esprit sorcier, qui est de la fabrication maison, avec une équipe de journalistes, de réalisateurs, etc., ce qu'on fait. Et puis on donne aussi la possibilité, sur notre page, d'ouvrir des blogs et de permettre à des gens de s'exprimer, qui sont intéressés par les sciences. Il y a des profs, il y a des jeunes, il y a des scientifiques. Il n'y a pas très très longtemps qu'on a ouvert le site, mais ça marche déjà pas mal. Il y a une centaine de blogs qui sont ouverts et les gens peuvent partager leurs connaissances. Et nous, tout ce qui nous intéresse via Internet aujourd'hui, c'est que les gens partagent leurs connaissances. Alors évidemment, il y a tout le temps ce risque dans le participatif de se dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Tout ce qu'on fait, nous, qui est le côté rédaction, c'est valider, c'est travailler comme on le fait, c'est-à-dire qu'on valide nos informations, on les recoupe, enfin on fait le travail classique de journaliste, on est en contact permanent avec des scientifiques pour faire valider nos informations, c'est toujours ce qu'on a fait sur C'est pas sorcier, mais on se permet de torturer le langage scientifique un peu pour utiliser, faire un peu de vulgarisation et pour être, je dirais, accessible au maximum de personnes. En dehors de ça, on travaille très proche avec les scientifiques pour tout faire valider. Et très souvent, les scientifiques nous disent « Ah, vous pouvez le dire comme ça parce que vous êtes journaliste, nous, on ne pourrait pas tout à fait le dire pareil parce qu'on se doit de respecter tel ou tel mot. » Donc, il y a une complicité qui s'est tout le temps créée entre le monde scientifique et nous qui est assez sympa. Et ça nous rassure parce que ça permet de transmettre des informations, même si les sciences discutent toujours et il n'y a pas de vérité unique. Ça nous permet quand même de valider, délivrer une information, on va dire, fiable. Voilà. Le côté participatif, évidemment, pose le problème. On ne peut pas tout surveiller. On surveille, on a un œil dessus pour ne pas laisser raconter n'importe quoi, mais on ne peut pas valider toutes les informations. Mais au moins, ça crée vraiment un échange. Donc voilà, on a lancé au mois de fin septembre dernier, enfin tout début octobre, ce site qui s'appelle l'Esprit Sorcier. C'est un site qui a plusieurs rubriques, mais chaque semaine on sort, ou tous les 15 jours, en fonction, parce qu'on est une petite équipe encore, on sort un dossier pédagogique, là, celui de cette semaine, qui paraît pas qui paraît assez classique, on va dire, c'est Au cœur des volcans. Ce dossier, c'est un peu ce qu'était C'est pas sorcier avant, à savoir que c'est vraiment du comment ça marche, c'est démonter la mécanique pour essayer de bien comprendre. Il est composé donc de plusieurs rubriques. On peut le faire défiler comme ça, on scrolle. Et puis, on prolonge ce qu'on ne pouvait pas faire avant sur Internet, sur la télévision. On prolonge toujours nos dossiers avec des émissions de débat. Et ça, on trouve ça très sympa parce que pour nous, les sciences, ça fait vraiment partie de la culture générale. Ça fait partie de notre culture en société. Et c'est assez rare finalement de voir et d'ouvrir au grand public des débats autour de la science, alors qu'on se rend compte que tous nos problèmes de la vie quotidienne, ou un grand nombre, toutes les questions sont énormément liées aux sciences. Et
ça donne assez rarement lieu à des débats. Donc notre dossier, c'est le comment ça marche, et histoire d'avoir toutes les clés pour bien comprendre, bien appréhender une question. Et puis le prolongement, la semaine d'après, c'est l'émission, qui est une émission débat, dans laquelle ça permet d'échanger des idées et de projeter des questions scientifiques dans le monde, dans la société, et de trouver les prolongements que peuvent avoir les sciences dans notre société et les grandes questions que ça peut mettre en cause. Voilà un peu comment on a conçu notre site. On a voulu, parce qu'on pense que la connaissance doit être accessible à tous, on a voulu que ce soit gratuit. Donc c'est un site d'accès libre, parce qu'on imaginait mal voir un petit garçon, une petite fille de 8 ans ou 9 ans aller demander la carte bancaire à son papa ou sa maman pour accéder à la connaissance. Donc on s'est dit, ok, on y va, il faut que ce soit gratuit. On n'a pas de pub dessus, parce qu'on sait que les enseignants ont beaucoup utilisé C'est pas sorcier, qu'on espère bien qu'ils vont aussi utiliser l'esprit sorcier, qui se prête mieux à une utilisation en classe d'ailleurs que l'émission C'est pas sorcier, parce qu'elle est composée de modules qui peuvent faire 2 minutes ou 2 minutes 30, que l'on peut télécharger facilement et que l'on peut montrer en classe, qui peut être un point de départ pour un enseignant pour transmettre, pour ouvrir une discussion ou un enseignement avec les jeunes. Donc voilà, pas de pub, pas de gratuit. Donc c'est pas simple, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on est une association et on fait un peu le boulot du service public, et on a pu démarrer grâce à des subventions. On remercie beaucoup le Conseil régional d'Île-de-France qui nous a aidés, parce qu'il y a à côté du site, on veut aussi créer une école pour les jeunes, notamment des quartiers prioritaires, pour leur permettre d'accéder au métier de journaliste scientifique, si on peut dire, ou de passeur de sciences, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, on peut devenir journaliste en ayant un bac +5 ou +6, mais on peut aussi devenir journaliste parce qu'on est curieux et parce qu'on apprend quelques règles assez élémentaires du métier. Donc on aimerait ouvrir cette école, enfin c'est pas qu'on aimerait, c'est qu'on va le faire dans le courant de l'année, à quelques jeunes, et qui viendront travailler aussi sur la plateforme. Donc on a eu des aides du conseil régional et on les remercie beaucoup, ils nous ont permis de démarrer. Et on a aussi fait une campagne l'été dernier sur KissKissBankBank, du financement participatif. On a eu beaucoup de généreux donateurs et ça nous a énormément aidé à lancer les choses. Maintenant on existe, ça nous permet de trouver des partenaires. Notre but, c'est de trouver des partenaires, de faire de la coproduction, c'est-à-dire de trouver, mais de garder notre indépendance éditoriale, parce qu'elle est fondamentale, parce qu'on se doit de livrer au public des informations qui ne peuvent pas être suspectées d'être achetées par qui que ce soit. Et ça, c'est toute la difficulté qu'on a entre les mains aujourd'hui. Et voilà, et on veut trouver des partenariats avec des centres de recherche, mais on sait que les centres de recherche n'ont pas d'argent. C'est ce qu'ils nous disent. Voilà. Après, ça peut être des fondations, après ça peut être... mais c'est passionnant, et puis au moins, le sentiment qu'on a tous dans cette petite équipe où il y a une quinzaine de personnes aujourd'hui, grâce à Internet, c'est un grand sentiment de liberté pour faire notre travail et essayer de le faire comme on l'entend et de continuer à transmettre des connaissances aux jeunes, parce que je pense que quand même, c'est ce qu'il y a de plus important à faire aujourd'hui. Voilà, donc on a lancé ça. Je vous invite à aller le voir. Ça s'appelle l'espritsorcier.org, et allez vous promener dessus et faites-nous de la publicité au maximum. Est-ce que je peux vous montrer? Voilà, je vais juste faire un petit truc là. Je sais pas me servir de cet ordinateur. J'ai ouvert le dossier, et le dossier c'est très simple. Vous vous baladez dessus, je fais simplement défiler mon doigt sur le curseur et ça ouvre. C'est comme une émission. Aujourd'hui, nous sommes des volcanologues en expédition. Direction. On a gardé notre petite voix qui est fidèle. Ah oui, quand même. On a dit. Elle est là. Bon, tiens, ne nous éparpillons pas. Déjà, c'est quoi? La petite voix nous fait la bande-annonce. Après, quand je disais que c'est un petit peu conçu comme... moi, je fais les transitions dans ce dossier entre les différentes rubriques. Sabine aussi, que vous connaissez peut-être, qui était sur C'est pas sorcier, va nous rejoindre. On a toujours dans notre dossier, c'est écrit comme ça, il y a toujours un comment ça marche qui est fait, un peu comme on faisait nos fameuses maquettes avant. On a 2 comment ça marche. On produit nous-mêmes, on produit tout. On fabrique nous-mêmes avec des graphistes nos animations.
Il y a un gros travail de création. C'est quoi la recette d'un bon volcan? Voilà, on a toujours 2 animations, ça c'est l'aspect comment ça marche. Ensuite, c'est notre choix éditorial d'écriture. On passe toujours par ce qu'on appelle une rubrique qui s'appelle au fil du temps, c'est-à-dire que pour se retrouver un peu dans les informations, c'est bien de toujours se replacer dans le temps, d'avoir ce point de repère. Donc on a une frise que l'on produit aussi, qui est... voilà, il suffit de scroller, on s'arrête sur différents tableaux. Là, les volcans et le mythe des volcans dans l'Antiquité. Alors vous avez des vidéos dessus que vous pouvez ouvrir. Il faut que j'enlève ce bandeau en bas. Voilà, vous cliquez là. Et puis vous avez des petites vidéos, des explications qui vous racontent ce que représentaient là, en l'occurrence les volcans à l'époque de l'Antiquité. Et puis on traverse les époques, évidemment, on n'a pas pu échapper au 79 après Jésus-Christ avec notre Vésuve. Et puis la perception par le monde scientifique des volcans au fil du temps. Voilà, on va jusqu'au bout, évidemment. On s'arrête aussi sur les grands explorateurs des volcans. Enfin, on raconte toute l'histoire, et puis après ce fil du temps, on continue de scroller, c'est très, très simple d'utilisation. On arrive sur, là c'est un point de repère dans l'espace, on va dire. Ailleurs c'est comment on a appelé ça. Et on se balade dans le monde, et on peut aller cliquer sur ces petites punaises rouges. Ça va nous ouvrir des vidéos. Là on est en Islande, on peut aller se balader où on veut. Et on va ouvrir comme ça des vidéos. Yellowstone, qui est un super volcan dont on raconte l'histoire. Et voilà. Et puis à la fin, on a toujours, parce que expliquer les mécanismes scientifiques, c'est une chose, mais ça nous éveille toujours des questions. Donc on se pose toujours des questions, et ces questions-là, on a envie d'aller les poser aux scientifiques. Alors bien sûr, l'ensemble du dossier est fait en collaboration avec des scientifiques et validé par eux. Et puis là, notre dernière page, c'est qu'on se pose on pose des questions aux scientifiques, les grandes questions qui se posent sur le sujet. Et on peut ouvrir des petites vidéos où ils vont nous répondre à ces grandes questions. Voilà, ça c'est le dossier. Puis à la fin, il y a quelque chose d'un petit peu participatif où on demande l'avis aux gens pour les faire participer un peu et puis voir comment ils réagissent. Donc ça, c'est notre dossier. Et il est prolongé, ce que je vous disais, par une émission aussi, qui sont des sortes de café-sciences que nous filmons, ou parfois des émissions en public que nous faisons aussi. On en a fait une il n'y a pas très très longtemps à Ifremer, à Brest. C'était très intéressant, il y avait 300 personnes. On a pu parler des océans et du rôle des océans dans le climat. Voilà. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Et maintenant, je vous ai tout dit. Et on est très content de faire ça. Et l'essentiel, c'est qu'on continue de s'amuser en plus, parce que ce qu'on aime bien aussi, c'est s'amuser dans notre travail et prendre du plaisir avant d'en donner, ou en même temps d'en donner au public. Vous pouvez répondre dans les... Je vous propose de passer à la séance de questions. Oui. Vous pouvez prendre un micro qui sont sur le bord du... Oui, bonjour. Donc déjà bravo pour l'expo et bravo pour l'émission. J'ai regardé hier tous les épisodes. Donc 560, vous les avez tous vus? Pratiquement tous. Non, sérieux? Sauf jusqu'à 2008, parce que quand ça a changé de formule, j'ai pas trouvé terrible. C'était fait pour être plus adulte, mais en fait c'était plus enfantin, je trouve. Donc, je partage en grande partie votre point de vue. On n'est pas toujours libre. Alors, par contre, je vous remercie beaucoup pour le site. Et par contre, ce que je voulais vous demander, c'était parce que en fait, surtout Jamie, parce qu'il montrait beaucoup de choses expérimentalement. Et il se trouve qu'en fait, donc moi, je fais beaucoup de choses avec des jeunes, donc des ados. Et donc, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est surtout expérimenter, parce qu'ils le font pas très souvent en classe, on va dire. C'est souvent présenté de façon... des concepts de physique et de mathématiques sont présentés souvent de façon, en général, abstraite. Et donc, le problème, c'est est-ce que vous comptez mettre des expérimentations sur votre site? Oui, absolument. On en a déjà. Notre difficulté pour le moment, c'est de choisir entre les priorités, parce qu'on a plein d'idées, mais financièrement, il faut quand même qu'on tienne la route. Et évidemment, l'expérience... Alors, on en fait des expériences. Vous parliez de la main à la pâte tout à l'heure. Il y a une autre association
qui existent. Un peu comme la main à la pâte, encore que moins rentré dans les écoles, c'est les petits débrouillards. Ils sont partout sur le territoire français, on est associé avec eux. Comme d'ailleurs, on pourrait très bien être associé, ça me ferait très plaisir, avec la main à la pâte, parce qu'effectivement, les expériences, c'est ce qu'il y a de fondamental. Et avec, si je reviens... Enfin bref, on a une petite rubrique chaque semaine qui est une rubrique d'expérience. Mais il faudrait qu'on en fasse plus, et il faudra en produire plus, mais il faut les filmer, il faut les faire, il faut que ce soit bien fait, et tout ça, ça nous demande des moyens. Donc on va le développer petit à petit. Pour le moment, on diffuse des expériences qui ont été filmées avec les petits débrouillards. Et excuse-moi, juste une deuxième question. En fait, j'ai vu qu'en fait, dans les émissions télé, les mathématiques étaient peu abordées. Ah, vous avez raison. Alors, est-ce qu'il y a une raison à cela ou... Non, nous, on va y aller, on va s'y attaquer. Mais moi, alors, c'était très drôle. Je vous disais tout à l'heure que les gens et les jeunes en particulier sont très curieux de tous les sujets. Et nous, quand on faisait C'est pas sorcier, parce qu'évidemment les responsables d'antenne ont toujours les yeux rivés sur les audiences, on avait une grande liberté éditoriale, parce que quel que soit le sujet qu'on traitait, on avait toujours les mêmes audiences, qui montraient bien que les gens, donc on était libre, on pouvait tout proposer. Mais à chaque fois que je proposais un sujet sur les maths, on me renvoyait au vestiaire en me disant non, t'as pas le droit de toucher à ça. Donc on va y toucher, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, bon, en soi, on peut pas dire, enfin c'est mon point de vue de journaliste et de béotien, en même temps je suis pas scientifique, c'est pas la matière la plus facile à transmettre, mais il y a certainement plein de choses à creuser pour essayer de le faire, plein de choses à expérimenter, mais en télévision on ne nous a jamais donné le moyen de le faire, parce qu'on voulait pas, il y avait une barrière au départ. Merci beaucoup, et puis bonne continuation. Merci à vous. Merci. Michel Spiro, vice-président de la Société française de physique. Donc c'est formidable ce que vous faites, je souscris fortement. On voit bien que le modèle économique reste encore à construire et encore fragile. Est-ce qu'un partenariat, donc vous avez mentionné la main à la pâte, mais un partenariat avec les sociétés savantes, donc la Société française de physique, la Société française de chimie, la Société française de mathématiques, est-ce que ça vous aiderait à faire tomber des subventions ? Bien sûr. Bien sûr, nous ce qu'il nous faut, ce qu'on avait besoin, c'était d'exister. Tant que le projet était sur le papier, tout le monde y participait. Et puis c'est vrai qu'on a eu la chance de bénéficier de l'image qu'avait quand même C'est pas sorcier, qui était une émission qui avait une bonne crédibilité et qui était de sérieux, même si on s'amusait dans cette émission. Et nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui, on avait besoin d'exister déjà, et on a besoin de partenaires qui ne sont pas forcément que des partenaires financiers, mais d'asseoir notre crédibilité et de dire que notre site, comme d'autres, on n'est pas les seuls, on ne revendique pas mais qu'on est crédible, qu'on est utile, qu'on peut être utilisé par les scientifiques, par les médiateurs. Il faut que ce site soit utile. Il n'est pas là pour, il faut qu'il soit partagé. Et bien entendu que avoir la caution de sociétés savantes comme les vôtres, nous c'est vraiment essentiel, c'est fondamental pour nous parce que ça assoit notre crédibilité. Et ça n'enlève rien à notre liberté éditoriale. De toute façon, on ne s'est jamais pris pour des scientifiques, on s'est toujours pris pour ce qu'on est, des passeurs de science. Voilà, il y a le monde scientifique et il y a le monde de l'ignorance, j'allais dire, dans le bon sens du terme. C'est bon d'être ignorant aussi, et on est passeur entre les deux parce que bon, on connaît un petit peu notre métier, et je pense qu'on sait raconter aussi les histoires, mettre en forme. Voilà, et c'est pour ça que c'est intéressant. Je dirais presque qu'Internet est plus intéressant, même professionnellement, que la télévision, parce que c'est beaucoup plus riche comme palette d'écriture. On peut jouer avec beaucoup de choses. Bien sûr, il y a tout l'aspect audiovisuel, il y a tout ça, mais oui. Et donc oui, bien sûr, avec très grand plaisir, nous on serait ravis. Deux questions devant. Oui, monsieur Léna. Oui, quel est votre regard sur cette prolifération de vidéos de toutes sortes, courtes sur la science qu'on voit sur Internet? Alors ça va de Khan Academy à y penser, dont vous parliez tout à l'heure. Et bien d'autres. Comment vous voyez ça en tant que journaliste professionnel? D'abord, moi je trouve ça très bien parce que c'est déjà le point positif, c'est que ça permet de partager justement l'intérêt qu'ont ces jeunes, il y en a beaucoup sur le net, sur YouTube, qui ont envie de transmettre leur passion pour les sciences. Donc ça, je trouve que c'est bien. Par contre, il ne faut pas se voiler la face.
transmettre une information scientifique, comme toute information d'ailleurs, ça demande du temps. Et ça demande une équipe, bien souvent. Ça tombe pas du ciel comme ça. Ça demande du temps. Et le risque que je vois un peu avec ces jeunes qui sont sur YouTube ou ailleurs et qui sont un peu isolés, qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est qu'ils sont tout seuls à tout faire. Et faire quelque chose comme ça, transmettre comme ça, on manque de recul quand on est tout seul. On peut même glisser des bêtises. Involontairement, mais c'est un vrai travail. Et quand je disais tout à l'heure que nous, on a choisi d'être gratuit, je suis un peu parfois critiqué par mes collègues journalistes qui sont aussi sur le net, avec qui je m'entends très très bien, hein, pourtant, comme des gens comme Schneiderman, qui a lancé Arrêt sur Image et tout, et qui me disait l'autre jour, il me dit, fais gaffe quand même à un truc, ne fais pas croire aux gens que l'information est gratuite. L'information a un prix. Et je suis complètement d'accord avec lui là-dessus. Et nous, on avait ce dilemme de se dire, oui, ça a un prix, parce que c'est un travail, parce que c'est du temps passé. Donner une bonne information, c'est beaucoup de temps. Et en même temps, on a envie que ce soit accessible au plus grand nombre, surtout quand on s'adresse aux jeunes, on a envie de partager avec eux. Donc on est un petit peu dans ce dilemme. Voilà. Mais l'information, c'est du temps. Et moi, le risque que je vois avec certains blogueurs ou youtubeurs, c'est que j'ai peur parfois qu'ils sont tellement obligés de sortir toutes les semaines quelque chose. C'est énorme comme travail. Je me demande comment ils font. Ils sont tout seuls, ou des fois c'est leur copain ou leur copine qui prend la caméra, qui les filme. Je trouve que c'est super en même temps ce qu'ils font. Mais je me dis, attention, il peut y avoir un risque ça va trop vite. Donc c'est bien, et en même temps on n'a pas le droit, c'est notre responsabilité, on n'a pas le droit de véhiculer des bêtises, quoi. On n'a pas le droit. Déjà qu'involontairement des fois ça nous échappe, mais il faut être prudent. Mais je trouve ça bien quand même qu'il y ait toute cette science sur le net. Je trouve ça vraiment bien. Donc un peu partagé. Oui, bonjour. Donc je m'appelle Tania Louis, je suis biologiste en tentative de reconversion vers la médiation scientifique. Et avant de poser ma question, j'aimerais réagir à ce que vous venez de dire parce que je suis vidéaste débutante, on va dire bébé youtubeur. Et ce que j'ai trouvé très bien, c'est que justement ça m'inquiétait un peu de me retrouver toute seule dans le gros océan d'Internet. Et il faut quand même signaler qu'il existe des plateformes et des forums de discussion, notamment Vidéosciences, qui sont très bien faits et qui ont la grande qualité de permettre des échanges avant la mise en ligne des vidéos et donc un certain retour sur le contenu scientifique. Donc voilà, après ça, ma question, c'était, moi je suis la génération C'est pas sorcier, clairement, hein, j'ai 26 ans, j'ai grandi en vous regardant à la télé, et je me demandais le public de l'Esprit sorcier, parce que j'imagine que vous devez avoir des statistiques, au moins via les pages Facebook et Twitter. Est-ce que c'est le public de C'est pas sorcier qui a grandi et qui du coup maintenant est plutôt dans la tranche 20-30 ans, ou est-ce qu'il y a nos parents, à nous aussi, qui nous regardaient C'est pas sorcier et qui l'ont vu, et à quel point il y a des jeunes de 10-20 ans qui vous découvrent avec l'Esprit sorcier sans avoir connu C'est pas sorcier avant? Ça, c'est la bonne question, c'est exactement celle qu'on se pose. On existe depuis une centaine de jours, donc les chiffres ne sont pas faciles à dépouiller. On constate qu'on a une grande partie de notre public, c'est plutôt entre 18 et 35 ans. Quasiment autant de garçons que de femmes, ça c'est bien. C'est rare. Oui, mais c'est bien. Donc, je pense qu'on est en train de le découvrir. Les prescripteurs, j'aimerais bien que les prescripteurs soient les enseignants et les médiateurs scientifiques vers les jeunes. Les jeunes ont tellement de sites à découvrir sur Internet et tout. C'est pas facile d'avoir de la visibilité au milieu de cette forêt énorme. Donc, peut-être que les prescripteurs... Mais notre public est un public qui a grandi avec C'est pas sorcier et qui est devenu, comme je rencontre pas mal de personnes dans vos âges qui sont devenus enseignants et qui utilisent toujours les C'est pas sorcier en cours et qui sont devenus les prescripteurs des C'est pas sorcier. Je suis étonné, moi, des fois, d'être reconnu par un enfant de 5 ans ou 6 ans. Je dis, mais on passe plus à la télé, comment c'est possible? En fait, ils nous connaissent par le biais de l'école et aussi
de YouTube. Mais je pense qu'on a un public un petit peu plus âgé pour le moment. Je pense que notre façon d'écrire l'information permet que ce soit accessible à tous. Donc les jeunes peuvent très bien utiliser le site. J'espère que les profs vont s'en servir au maximum. Et puis en même temps, c'est intéressant parce que ce qu'on n'avait pas sur C'est pas sorcier avant, on était purement dans la mécanique, on expliquait comment ça marche, mais on n'avait pas le débat de société. Et là, c'est bien parce qu'on peut prolonger et avoir du débat de société. Donc ça s'adresse aussi à un autre public. Voilà. En même temps, vous savez, on disait c'est pas sorcier, c'est pour les jeunes. Un des derniers courriers qu'on a reçus, c'est une dame de 100 ans qui nous remerciait de lui avoir expliqué le XXe siècle. C'était cool, quoi. Donc... On va prendre une ou deux dernières questions. Je sais que Martin... Tiens. Je voulais vous demander que le dossier, par exemple, c'est sur combien de temps que ça se déroule, si quelqu'un le Ouais. Nos dossiers, on s'est amusé, on monte une chaîne YouTube en même temps parce qu'on peut le lire de deux façons. On peut le lire en se promenant dessus, en s'arrêtant tranquillement, comme quand on est sur Internet, en venant, en prenant ce qu'on veut. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ce dossier pouvait être construit un peu comme une émission. Donc on a fait un bout à bout qu'on diffuse sur YouTube. Et ce bout à bout, on est en fonction des dossiers, de la richesse des sujets, entre 35 et 50 minutes. Si on regardait ça comme une émission, ça fait entre 35 et 50 minutes. Après, vous pouvez aller picorer à votre rythme, venir dessus. Si vous n'avez pas le temps, vous y retournez après. Voilà. Mais c'est riche. Hein. Parce que je pense que ce qui était en filigrane d'une question qui a peut-être en filigrane d'une question qui a été posée, mais qui, en tout cas, moi je pense de toute façon intéressante, c'est que la durée des vidéos, etc., c'est aussi, si c'est trop court, le public qui reçoit, c'est de l'information très partielle, et il y a une partie aussi d'approfondissement, etc., qui va pas être faite, mais c'est important. Donc cette durée, le temps que le récepteur de l'émission pour acquérir ça, c'est important aussi. C'est aussi une donnée de la diffusion, à mon avis. Oui, la difficulté quand on fait des choses et des programmes très courts, effectivement, c'est de rester superficiel, alors que nous, on aime bien rentrer. Et je pense qu'avec C'est pas sorcier, même si on était pour les jeunes, on allait loin. On travaillait avec vous, avec des scientifiques comme ça, qui nous attisaient tellement la curiosité qu'on avait envie de tout raconter. Et notre difficulté, à un moment donné, c'était de nous dire, on s'arrête où ? Tout est passionnant. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on est tous habitués, les jeunes en particulier, à une lecture beaucoup plus rapide. On zappe très très vite. Donc, il faut aller en profondeur, mais peut-être en ajoutant les modules les uns aux autres et en réveillant leur curiosité, en faisant une petite pause et puis en relançant, au lieu de faire quelque chose de monolithique, on va dire trop long. C'est très difficile aujourd'hui de tenir l'attention de jeunes pendant 52 minutes, qui sont les formats de documentaires télévision. Donc il faut rebondir, créer des petits rebonds, éveiller la curiosité à chaque instant. Donc on peut, je pense, aller en profondeur, mais il faut garder un style d'écriture assez rythmé, hein, je crois. Alors l'heure tourne, je crois qu'on va arrêter là et vous pouvez vous poser vos questions un peu après la pause. Merci. Merci beaucoup. Merci.